Donc vous revenez d'Algérie. Oui, Donc vous avez assisté donc au SILA, au Salon tout à fait. international du livre d'Alger. Donc quelle impression vous reste de ce salon et quelles suites pour une visibilité des ouvrages de l'Harmattan en Algérie? Eh bien donc oui, cette année, c'était pas la première année, puisque ça fait 3 4 ans qu'on allait aussi là. Et c'est toujours très impressionnant de voir ces milliers de personnes qui défilent. Bien sûr, avec un secteur, le salon du livre d'Alger est extrêmement intéressant, peut-être un peu trop surchargé quand même du secteur un peu religieux, mais enfin, c'est maîtrisé quand même. Mais nous, très heureux, j'allais dire, d'avoir pu avoir un stand encore cette année de l'Harmattan, tenu d'ailleurs par des Algériens, parce que derrière le salon d'Alger se profilait pour nous l'ouverture à Oran et la création à Oran de l'Harmattan Algérie. Il faut savoir que quand nous créons quand nous aidons, j'allais dire, une succursale à naître, un Harmattan, c'est un Harmattan comme chez nous, international, ouvert, et toujours fait avec des locaux à partir des locaux. C'est-à-dire, c'est pas de Paris qu'on va créer un Harmattan, c'est un Harmattan Algérie qui naît dans notre optique, dans notre option. Donc le SILA a été intéressant parce qu'on a pu rencontrer aussi pas mal de nos auteurs, parce que sur l'Algérie, il faut savoir quand même que l'Harmattan, pendant toute une époque, a fait un peu suppléance à l'édition qui localement ne pouvait pas exprimer tout ce qu'elle voulait exprimer. Il y avait des auteurs algériens qui ne pouvaient pas publier leurs ouvrages en Algérie, non pas pour des questions économiques ou des questions techniques, mais pour des questions aussi de liberté de contenu. Et comme l'Harmattan international et l'Harmattan, ça a toujours été une parole libre, eh bien, donc on a décidé de lancer cet Harmattan qui aura comme première base Oran, et j'étais d'autant plus intéressé de rencontrer, de retourner à Oran, que j'ai connu Oran à la pire période qui était la période OAS, enfin disons de mars 61 à octobre 62, et après encore pendant les 3 mois de grandes vacances, c'est-à-dire juillet, août, septembre, je retournais là-bas de 62 à 68. Donc ça m'a permis de bien connaître la région et tout. Et je suis content que l'Harmattan Oran puisse acquérir notre méthodologie qui consiste à savoir éditer beaucoup de livres en sciences humaines. Puisque pour moi, les sciences humaines sont fondamentales dans la connaissance de la société et pour aider également le monde politique à voir plus clair. Je dis toujours dans nos objectifs de l'Harmattan, premier objectif, c'était droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était pas loin, quand on a créé l'Harmattan, c'était pas loin après les décolonisations. Et les peuples, de fait, ont droit à leur liberté. Le dernier problème de colonisation, pas solutionné encore, qui est celui du Sahara occidental, qui n'est pas totalement terminé. Et donc ça, c'était le premier principe. Le deuxième, c'était les droits de l'homme. Dieu sait si partout, il faut rester éveillé aux droits de l'homme. Ensuite, c'est au carrefour des cultures. À titre d'information, mais ça tout le monde le sait, que Paris, c'est la deuxième ville kabyle du monde, après Alger, avant Tizi Ouzou. Puisqu'il y a plus de Kabyles ici qu'à Tizi Ouzou. Et le dernier point, c'est au service de la recherche pour la transformation sociale. Voilà les objectifs un peu de l'Harmattan. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs algériens qui écrivent des essais, qui écrivent des livres qui ont utilité à être tirés, même en petit tirage, permettant la réflexion sociale. Voilà un peu les objectifs que l'on a poursuivis. Et sur Oran, donc, existe cette librairie Art et Culture qui a un fonds déjà de plus de 800 de nos titres, et on va continuer et puis aider à faire de l'édition en petit tirage, puisque nous, l'Harmattan, donc depuis 1975, nous avons fait 40 000 titres, que tous les jours ouvrables, nous faisons 11 nouveautés, 2700 titres par an. Il y a 500 directeurs de collection autour, donc c'est tout un brassage d'idées qui est très utile dans toutes les sociétés, puisque si on prend la situation de la France, on ne peut pas dire que la France soit actuellement dans une situation brillante, et la réflexion pour trouver une sortie par le haut, même de la crise économique, elle est à faire. Et là, je trouve que les sociologues, les politologues, les économistes ont un apport très fort à faire. Donc voilà un peu les objectifs quand nous créons un peu une maison locale avec des locaux et avec lesquels on va travailler. Donc aujourd'hui,
Vous apparaissez comme le numéro 1 du secteur en France, donc devant Hachette, Gallimard, Le Seuil et tous les autres éditeurs les plus connus du secteur. Donc on sait que l'Harmattan donc, a une grande notoriété donc, au plan des sciences humaines depuis les années 70. Et votre mouvement tiers-mondiste en pleine effervescence est né d'un groupe d'étudiants en mai 68. Pouvez-vous nous raconter ce parcours, et notamment 40 ans après l'indépendance des pays africains et d'origine des pays du Sud plus généralement? Donc vous n'avez cessé de mettre en lumière de nombreuses thèses et travaux de chercheurs d'origine africaine et fait reconnaître le potentiel des recherches en sciences humaines chez ces migrants, apparaissant un peu comme des conservateurs de mémoire. Oui, de fait, j'allais dire, on avait dès le début donc une orientation extrêmement par rapport au tiers-monde, et les tiers-mondes c'était au pluriel, et nous avons aidé aussi à l'émergence très forte de l'édition en Afrique francophone. D'ailleurs, à ce jour, on a 11 structures en Afrique francophone, et à chaque fois, ce sont des structures locales avec des locaux. Depuis 1975, on a publié plus de 6000 auteurs d'Afrique francophone. Et bien sûr, quand je dis d'Afrique francophone, je peux dire d'Afrique, puisque nous avons des auteurs, bien sûr, égyptiens, libyens, maghrébiens, tunisiens, algériens, marocains. On a vraiment eu, pendant des années, ce souci de donner la parole beaucoup aux gens des Suds. Et nous continuons. Et ce travail-là, pour nous, de plus en plus, avec la mondialisation, on souhaite c'est que tous les groupes, même à économie faible dans le monde de la culture, ça veut dire qu'ils n'ont pas les structures d'expression encore installées comme on peut les avoir dans nos pays, eh bien on essaye de favoriser au maximum l'expression de tous les auteurs qui arrivent, j'allais dire, des villes comme Kinshasa, Guinée, etc. Et donc cet objectif-là, on le maintient, et dans notre production de 2700 titres par an, il y a au moins 600 titres qui sont d'auteurs africains qui viennent donc, j'allais dire, de l'extérieur de la France. Alors c'est un travail de mémoire, oui, parce qu'on a fait beaucoup de livres, bien sûr, sur l'histoire coloniale et sur la post-colonie. On a eu beaucoup aussi d'analyses politiques permettant d'avancer sur les rapports Europe-Afrique ou Afrique-Europe, avec tous les problèmes de la France-Afrique qu'on connaît et que l'on continue à attaquer, c'est-à-dire à dire il faut arriver à des relations plus justes. Dernier point que je voudrais dire, par exemple personnellement dans mes responsabilités en tant que directeur de l'Harmattan, l'intervention qu'on a faite en Libye, que la France a faite en Libye, pour moi est une catastrophe, et je trouve qu'on devrait pouvoir amener devant un tribunal international les gens qui ont été responsables de ce cataclysme qu'on a provoqué dans la région. Et là, je vise personnellement quelqu'un comme Nicolas Sarkozy ou comme Bernard-Henri Lévy. Je trouve que c'est des attitudes qui ne sont pas acceptables de se croire régent du monde. Donc je le dis carrément parce que c'est à nous aussi d'oser le dire. Alors que là, par exemple, sur cette question-là, j'avais entendu beaucoup les responsables de l'unité africaine, des responsables africains dire, mais surtout qu'on avance différemment, puisque la région, on a déstructuré toute la région. Et donc, voilà un peu, donc les objectifs de l'Harmattan restent toujours cela, de dire effectivement les choses. On ne part pas avec des kalachnikovs, mais nos idées et les idées de nos auteurs, on les défend à fond et dans ce sens-là. Merci, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. Et bon travail à faire, vous avez 1 400 000 étudiants là-bas en Algérie à former. Merci beaucoup. Quel paquet. Monsieur Priant, et beaucoup de choses. Oui, il existe très peu de documents sur les Algériens envoyés en Nouvelle-Calédonie. Hormis les documents militaires et de l'administration pénitentiaire et les témoignages des anciens communards dont on sait, déportés donc avec les Algériens en Océanie. Donc alors que les communards ont pu bénéficier d'une amnistie, en 1880, les Algériens du Pacifique restent exilés, donc à des milliers de kilomètres de leur terre, malgré bien sûr les campagnes de sensibilisation d'opinion
françaises auxquelles participent les communards de retour à Paris. Donc on sent bien que du côté de la métropole, il y a effectivement des actions de revendication, de libération, de politique, quoi, hein. Donc le terrain politique, on va dire, à cette époque, pouvait être également sur Paris, une reconnaissance de décret, on va dire, et par les communards. Donc cette amnistie intervient le 1er février 1895. Toutefois, bon, on verra, hein, ces Algériens demeurent assignés à résidence. C'est qu'en 1904 qu'ils sont autorisés à entrer en Algérie, notamment El Mokrani, donc Boumezag. Bon, le bref rappel historique des origines de la déportation en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit effectivement du fait que la spoliation des terres et les biens séquestrés furent évidemment les principales causes, hein, des insurrections donc, successives en Algérie. Donc 1864 pour le sud oranais, 1871 Borj, Bolarij, Sétif, les Babors, la Grande Kabylie, 1876 El Amri, 1879 El Amri aux Aurès, dans les Aurès, 1879 donc les Aurès, et 1880-82, on va aussi effectivement retrouver des insurrections des Ouled Sidi Chir, donc dans l'Oranie et en Tunisie. Donc plusieurs de grands chours ont organisé une résistance politico-religieuse contre l'occupant. Bon, pour citer les plus connus, eh bien, il y a Shir El Haddad, El Hadj El Mokrani, Ahmed Ben Ayesh aussi, donc, et le guerrier aussi Mohamed Yahya, en 1876 donc au Ziban, donc à El Amri. Il y a également le shérif Boubegla, donc en 1850, hein, finalement c'est aussi cette insurrection découle effectivement des mouvements de révolte, hein, en 1850. Sissadok Belhadj en 1859, Cheikh Ben Belkacem et le guerrier Ben Chebira. Alors j'avais expliqué également que 3 phases distinctes caractérisent les causes de l'insurrection de 1871. La chute de l'empire de Napoléon III et les décrets Crémieux, le nouvel ordre et la désorganisation donc, sociale des tribus et le retrait des privilèges donc, séculaires. Ensuite, l'extension considérable au territoire et la colonisation de peuplement. Il y a eu une nouvelle presse coloniale, dont j'ai pu consulter dans les archives des journaux donc, coloniaux donc, de cette époque, notamment le journal Mobacher, qui exploita le nationalisme algérien naissant et la religion même de l'islam dans la négation la plus totale. La propagande fut dirigée contre les insurgés, qualifiés de bandits, d'assassins ou de rebelles. Il y a eu aussi des faux jugements hein, suite effectivement à cette dérive et cette nouvelle presse coloniale, puisque je pense que la presse coloniale de l'époque, sur certains points de vue, effectivement, eh bien, lorsqu'elle était négative, hein, lorsqu'elle adoptait une démarche négativiste, eh bien, pouvait effectivement entraîner non pas des condamnations, mais des jugements portés aux autochtones, hein, aux indigènes de ces pays-là. Et donc on a par exemple un passage dont j'avais retrouvé sur la condamnée de 1871, où il explique ensuite, ne comprenant pas du tout ce qui lui arrive, il explique que nous sommes en présence d'une fausse Djemaha, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il explique en plein procès. Et puis ensuite, il dit Makash, justice, vous voyez, donc avec ses propres mots. Laissant son procès, il disparut et court encore. Donc toutes ces questions-là, on les a donc dans un des journaux politiques sur les intérêts coloniaux, qui s'appelait à l'époque Vérité algérienne, numéro 22, première, jeudi 18 mai 1871,
dans le 4e feuillet, on a effectivement toute une série de procès liés aux condamnés. Alors au niveau de la peine infligée, les procès, l'empire donc de Napoléon III fut remplacé par la République le 4 septembre 1870. Et donc un gouvernement de la garde nationale est constitué. Rapidement, donc des faux tribunaux, dont on a expliqué 10 conseils de guerre. Des faux tribunaux, 10 conseils de guerre sont installés alors dans les 3 départements nouvellement constitués. Donc nous avons Alger, Constantine et Oran. 3 départements constitués, pour juger les délits commis pendant la période insurrectionnelle. Pour obtenir sur le jury une impression défavorable aux accusés, il fallait que le parquet général présente les insurgés comme des malfaiteurs ordinaires, chefs d'assassins, incendiaires, pillages et voleurs que l'on trouve partout, traînant derrière eux, bien sûr, les insurrections. Et donc là, je crois que c'est intéressant parce que l'exemple de la condamnation du chef de l'insurrection Boumezlag El Mokrani en 1871 mérite d'être cité. Le procès de ce grand chef berbère, bien sûr, avait fait beaucoup de remous. Il y a eu un faux jugement. Cela a fait réagir donc les juristes français de métropole à cette époque. D'ailleurs, certains ont montré leur ferme désaccord en écrivant que la condamnation de Ahmed Boumezlag Ben El Hadj El Mokrani avait été prise avant la comparution même devant la cour d'assises. Donc il sera jugé coupable et condamné à la déportation. Donc on voit qu'en métropole à cette époque, nous avons des avocats qui se heurtent totalement et qui condamnent effectivement les condamnations des coloniaux, enfin de ceux qui pouvaient avoir des intérêts, bien évidemment. Donc on va donc pouvoir également expliquer que s'agissant des centres de détention, donc là c'est la 3e partie, on va dire, des condamnés d'insurgés politiques avant leur déportation, les rebelles insurgés seront alors internés durant de longs mois. Alors on voit 3 mois à peu près dans les prisons, donc c'est là où j'ai travaillé beaucoup au niveau des archives, ça a été des fouilles de longue haleine, et donc des dossiers qui n'avaient été pratiquement pas ouverts, ou en tout cas ils étaient assimilés forcément donc, à la déportation métropolitaine, on va dire, même qui venaient donc d'Afrique. Donc les prisons de Saint-Martin-de-Ré, au fort de Quellerne, au fort Lamargue de Toulon, aux îles Porquerolles, à l'île Sainte-Marguerite, à Calvi, à Corté, donc en Corse. D'ailleurs, à Corté en Corse, on retrouve la déportation des Bouazides de 1876, insurrection de Biskra en 1876, qui a un grand lien avec celle de El Hadj El Mokrani en 1871, puisqu'il y a des liens d'affinité. J'ai pu retrouver une route ancienne qui a permis aux uns, à Boumezlag d'ailleurs, El Mokrani, de se réfugier, de sauver ses familles durant donc, la fuite, sa fuite, avant lui-même d'être déporté. Donc, son frère étant décédé, Mohamed El Mokrani, lui échappant, poursuit donc un chemin entre les Bibanes et les Ibanes, et donc à ce moment-là, disperse ses familles pour les cacher, jusqu'au même sud tunisien. C'est pas grave. Non, pas du tout. Alors l'île Sainte-Marguerite, qui est du côté en face de la ville de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, donc avec l'île Saint-Honorat, elles forment toutes deux les îles de l'Ain. Donc depuis, on va dire, 41 et peut-être 37, 1837, on rappelle aussi la résistance des spahis mariés, corps d'armée durant l'époque, non pas coloniale, l'époque de Napoléon III. Donc c'est totalement différent, on n'est pas donc dans l'époque de MacMahon, dans la 3e République, on est encore donc, à l'époque de Napoléon III, si bien que Napoléon III avait reconnu parfaitement ces hommes en tant qu'hommes et non pas en tant qu'autochtones et indigènes. Donc qui par eux-mêmes, les spahis, par leur acte d'engagement, n'étaient pas obligés de servir hors de l'Algérie, ils servaient en Algérie, vous voyez, et que le nouvel ordre souhaitait mobiliser en escadron hors de l'Algérie.
La résistance qui se manifesta dans plusieurs régiments des provinces d'Alger et de Constantine fut le point de départ de la révolte. Voilà. Donc pour eux, c'était évident que c'était à l'intérieur du pays, donc grand corps d'armée auquel Léon III avait une totale confiance. Il y avait un partage, on va dire, un partage, une reconnaissance de ces hommes-là. Et puis, effectivement, le nouvel ordre, c'est celui d'une république de la venue de MacMahon qui déstabilise effectivement toute la structuration même qui avait été mise en place. Senatus consulte de 1863. Voilà. Donc l'île Sainte-Marguerite, elle a servi de centre de détention pour les prisonniers algériens. Principalement pour leurs opinions politiques. Donc on a des sources d'archives qui sont assez importantes, mais il y a un grand travail gigantesque qui n'est pas du tout terminé. On est en présence de sources iconographiques qui sont quand même très importantes, donc j'ai pu répertorier certaines d'entre elles, et bien sûr elles sont en attente d'exploitation. Notamment celle qui est connue, que j'ai donc intégrée à mon ouvrage, dont j'ai mentionné effectivement la référence, qui est ce sont des prisonniers Kroumir, donc j'avais expliqué effectivement que c'était des prisonniers Kroumir, campagne de Tunisie en 1881, mais nous avons aussi effectivement un ensemble d'Algériens politiques qui sont avec eux et qui d'ailleurs ont mené une insurrection en 1861, donc on les voit tous donc, dans ces iconographies. Donc c'est important parce que ces iconographies, c'est pareil, j'ai été donc dans ce travail de recherche, effectivement, je me suis penchée de suite là-dessus. Vous voyez, donc ensuite ça fait l'objet d'intérêt, on va dire, auprès de la recherche scientifique, en France, bien sûr, et en Algérie, puisque c'est un travail totalement novateur qui n'a jamais été exploité de manière scientifique, on va dire. Et donc là, les premières sources ont été... Donc très vite, on a eu après énormément de travaux ou de tentatives de travaux engagés là-dedans, donc c'est plutôt positif. Notamment en histoire, puisque je rappelle que c'est une anthropologie historique, donc c'est aussi l'anthropologie qui fait qu'on a pu mener ce premier travail. D'ailleurs, ce premier travail a été mené autour de l'anthropologie historique parce que nous avons à la fin donc, un répertoire des fiches matricules dont je vais parler là tout à l'heure. Aussi à une généalogie, donc nous avons pour ma part des fiches matricules effectivement avec une généalogie, c'est-à-dire un statut du déporté et ensuite sa condamnation et sa famille, fils d'un tel et d'un tel. Voilà. Donc on ne peut pas mettre des noms simplement comme ça avec le nom du bateau, c'est pas possible. Ces hommes ont été affiliés à un système de parenté, en tout cas une parenté, et donc il est important, si vous voulez, pour avoir une bonne visibilité scientifique de repérer ces déportés, on va dire, ces déplacés, et non pas simplement mettre des noms et puis expliquer dans quel bateau ils étaient. On n'a pas vraiment de preuves, quoi. Là, nous avons effectivement un travail qui a été fait de longue haleine, une filiation donc parentale, et on sait que tel déporté ou tel déplacé est fils d'un tel et d'un tel, de tel. Alors, il y a eu l'emplacement de Yaté, Yaté, donc c'est un lieu agricole donc, de terre kanak, évidemment, en Nouvelle-Calédonie. Il fut pour Sossol, donc un des chercheurs, une expérience fourriériste, il appelle ça comme ça. Les résultats des condamnés ne furent aucunement productifs pour l'association et au bout d'un an, cette première expérience, héritière du saint-simonisme, fut dissoute. Mais il fallait prospecter donc un autre lieu. Et le lieu de Bourail a été le lieu de l'élection. Donc il y a une première expérience qui a été faite, et le lieu de Bourail est le lieu précisément donc, des descendants, enfin des Algériens qui effectivement de droit commun qui ont été donc utilisés pour que cette affaire, c'est-à-dire ce centre agricole pénitentiaire, fonctionne. Vous voyez, ils ont une certaine dextérité en termes, ce sont des cultivateurs, ce sont donc des journaliers, ce sont des fellahs bien sûr, des bergers. Il y a tout un corps de métier donc, dans les statuts que j'ai pu donner donc, dans ce déplacement d'hommes suite aux insurrections successives en Algérie. Donc
Donc la mission choisit Bourail comme terrain d'élection pour la colonisation pénale. Et la mise en concession rurale, pareil que il s'est passé donc en Algérie, vous voyez, avec, on parlait des petits colons entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui arrivaient, il y a eu une expérience qui est similaire, c'est-à-dire que cela implique que le concessionnaire libéré devra racheter la terre qu'il aura travaillée. Donc c'est pareil, vous voyez, c'est exactement les mêmes terrains d'élection. La condition majeure de sa liberté, de sa mise en liberté définitive est la rente annuelle. Une rente annuelle et le capital rachat de sa concession. Donc le capital rachat définit aussi sa libération, c'est ça, le capital rachat définit sa libération définitive, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut qu'il rachète son capital, donc il ne sera quelque part jamais libéré. Cette mesure est capitale pour l'administration qui doit faire en sorte de sélectionner ses meilleurs sujets, évidemment, puisque ces meilleurs sujets fait qu'il faut qu'il y ait une certaine productivité. Devant des règles disciplinaires bien précises. On a vu les règles en Algérie qui avaient été faites aussi par l'abus, on va dire, la venue, on va dire, de familles européennes. Donc cette mesure est capitale pour l'administration qui doit faire en sorte de sélectionner ses meilleurs sujets devant des règles disciplinaires bien précises. Concentration, répartition et déplacement seront intégrés, si vous voulez, donc sont liés fortement à cette déportation, puisqu'on classifie, on concentre, donc à l'INNOU, l'INNOU c'est le lieu de détention des transportés algériens, du bagne, de droit commun. Donc là, on concentre les personnes, on les répartit ensuite, vous voyez, on les répartit selon les lieux pour le travail donc à fournir, c'est-à-dire agricole, pour l'expérience du pénitentiaire agricole, et puis on les déplace en fonction des lieux. Merci. Donc l'île des Pins et la presqu'île du Caux et l'île de Marais, n'oublions pas l'île de Marais, effectivement, qui était aussi un territoire politique, en tout cas pour accueillir ces politiques. Donc ce sont des territoires politiques. Le 23 mars 1872, l'Assemblée nationale a adopté une loi. Donc elle désigne les lieux de la déportation. Et elle dit bien les lieux de la déportation. Donc il y a vraiment un décret et une loi qui dit déportation. Donc déportation des communards. Vous voyez, les Algériens sont des déportés politiques, donc ils suivent les communards. D'ailleurs, les communards les appellent nos voisins d'infortune. Vous voyez, donc c'est vraiment, ça fait l'objet d'un décret. On m'a souvent reproché de dire pourquoi déportation. C'est vrai que le terme qui serait bien approprié aujourd'hui, maintenant, après réflexion, c'est effectivement les déplacements forcés. D'ailleurs, j'ai donc créé un livre, un ouvrage collectif sur les déplacements, mémoire, histoire des déplacements forcés. Parce que déportation, c'est vrai que ce sont des termes qu'on a déjà utilisés, mais je rajoute que, je voudrais simplement rappeler que ce terme de déportation fait l'objet d'une loi en 1871. Ce n'est pas un terme comme ça que j'ai inventé. C'est important ça. Donc l'article 2 fait état de la presqu'île du Caux, déclaré lieu de déportation dans une enceinte fortifiée. Donc c'est article 2. Dans l'article 3, il est mentionné l'île des Pins en cas d'insuffisance, l'île de Marais, dépendance de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont déclarées lieu de déportation simple pour l'exécution de l'article 17 du Code pénal, déportation simple. Donc l'île des Pins est située à 25 000 nautiques au sud de la Nouvelle-Calédonie, reliée à la Grande Terre par un service de bateaux, à rame pour la plupart, qui permettent 8 heures pour effectuer la traversée. À partir de la Commune de Paris de 1871, le contexte colonial change. Les politiques furent la plupart administrativement distinguées sous le nom de déportés. Vous voyez, donc des politiques sont donc assimilés au terme de déportés. Condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, on applique à cette catégorie d'Algériens faisant partie de l'association de Kabylie et de El Amri Biskra, donc aux deux catégories, vous voyez, on rassemble les Algériens de Kabylie et ceux de Biskra dans la loi du 23 mars 1872 relative à la Commune de Paris de 1871, avec comme première destination politique la presqu'île du Caux, qui sera le lieu de la déportation dans une enceinte fortifiée, et donc l'île des Pins qui est la déportation simple. Donc la peine de mort en matière politique avait été supprimée, rappelons, en 1848, en matière politique. En 1848, le gouvernement donc, se trouva forcément dans un vide juridique.
Donc on ne pouvait pas donc, effectivement appliquer la peine de mort à ces hommes politiques, et soit communards ou déportés politiques algériens, condamnés politiques algériens. Donc cette loi étant supprimée, l'article 17 du Code pénal de 1810, quant à lui, ayant prévu la déportation outre-mer des ennemis du régime. Donc il fut réintroduit par article du 27 juin 1848. Donc les insurgés, on voit bien que les insurgés donc, algériens de 1871, ils subissent forcément également cette loi. Et la loi sur la déportation votée le 22 avril et le 8 juin 1850. Donc vous voyez, donc, ils ont un même destin. Le même destin, on disait oui, ils ont subi le même destin que les communards, et bien oui, par rapport donc, à des articles des décrets. Vous voyez, l'application d'un tel décret a pour objectif de statuer, il fallait bien statuer le sort des déportés. Et le sort des déportés permet peu à peu de justifier une reconnaissance politique algérienne en 71, puisqu'il n'y avait pas de reconnaissance, puisque je dois souligner que on avait parlé de jugement d'incendiaires, d'assassins, vous voyez, donc cette application d'articles en France, métropole, elle est importante, ce sont des décrets importants, ce qui permet de dire que la métropole reconnaît une déportation des déportés politiques, puisqu'elle ne peut pas effectivement procéder à l'exécution, puisqu'en 1848 nous n'avons plus d'exécution de peine de mort pour des politiques. Donc là, elle reconnaît, on va dire, les communards et puis ces autochtones des pays colonisés. Donc en l'occurrence, pour le cas, les Algériens de 1871 et ceux de 1876 de Biskra. Il y a une partie des Ouled Sidi Chir aussi de 1882. Nous retrouvons certains chefs que nous retrouvons, Si Hamza, pardon, évidemment, que nous retrouvons effectivement en déportation politique aussi dans les enceintes fortifiées et en déportation simple. Donc on les voit, il y en a quelques-uns, très peu, mais quelques-uns, mais on reconnaît à ces hommes une reconnaissance politique. Et c'est de là que c'est important. Voilà. En métropole, on les reconnaît. Pourquoi? Parce que des décrets ont été donc fondés, formés à ce titre-là. Le Cambrin. Alors qu'est-ce que le Cambrin? Alors déjà, il faut quand même parler avant de l'île des Pins. Au nord de l'île des Pins, le territoire est réservé aux indigènes, aux Kanaks. C'est quand même comme ça que ça a été, donc, pour faire arriver donc, les déportés politiques. Dans les déportés politiques, on ne va plus dire les Algériens et les communards, puisque maintenant ils sont ensemble. Donc pour faire reconnaître, pour leur permettre d'arriver et d'être condamnés à être enfermés donc, dans ces territoires, donc il y a donc une délimitation précise de ces territoires, eh bien il est décidé qu'au nord de l'île des Pins, le territoire est réservé aux indigènes, donc aux Kanaks, et au sud de l'île aux militaires. Vous voyez, donc on fait déjà une division donc, de cette île à cette époque. Et puis c'est là qu'on voit que les Algériens sont internés à la 5e commune, puisqu'il y a plusieurs communes, donc elle est appelée le camp des Arabes. Et leurs voisins, les communards, qui partagent le même sort, on l'a vu, donc 4e commune. Donc ils sont quand même très près, 4e et 5e commune, donc ils ont des liens d'affinité, ils discutent forcément ensemble, et puis il y a une coexistence, en tout cas entre ces deux, entre Français et Algériens. Le Cambrin. Alors le Cambrin, je souhaitais en parler parce que c'est quand même un camp de détention assez épouvantable quand même, quoi. Parce que le Cambrin, il abritait des récidivistes ou transportés qu'on a jugés dangereux jusqu'en 1880. Alors qu'est-ce qu'être récidiviste ou transporté ou jugé dangereux? Alors c'est parce que l'insurrection de 1882 des Ouled Sidi Chir, membres d'ailleurs, certains membres de la confrérie Rahmaniya, mais nous avons la Rahmaniya aussi assez d'autres, celle qui fut organisée vers 1750, devenue la plus importante, confrérie, bien sûr, avec près de 870 zaouïas répertoriés. Donc, les auteurs Depont et Copolani ont largement répertorié donc, ces zaouïas donc, à la fin du 19e siècle. La question que je me posais déjà, c'est que puisqu'il y avait une présence de la confrérie de déportés liés aux confréries Rahmaniya, la question que je me suis posée, c'est comment des hommes Rahmani de la déportation ont-ils pu enseigner leur devoir divin dans un univers douloureux que fut le bagne ou les sévices du Cambrin? Parce que le Cambrin est un camp de torture, on va dire. C'est un camp à cette époque qui, on l'a dit, c'est-à-dire qui
qui abritait des récidivistes et des condamnés jugés très dangereux. Mais enfin, qu'est-ce qu'un des récidivistes à cette époque est condamné jugé dangereux, puisque nous parlons d'hommes appartenant à la confrérie de la Rahmaniya. D'où d'ailleurs, on expliquait, d'où d'ailleurs Depont et Coppolini avaient répertorié 170 zaouïas et avaient expliqué qu'effectivement c'était des espaces confrériques, on dira assez d'ailleurs, assez avec un certain esprit de sagesse, quoi. Hein. Donc nous verrons comment le Cheikh al-Haddad effectivement s'est insurgé, puisque lui-même appartient donc à l'obédience Rahmaniya, et s'est insurgé avec comment dire, avec il mène la guerre, hein, il mène la guerre contre l'ennemi portant atteinte aux solidarités. Donc, loin de leur terre natale, ces hommes ont pu conserver un enseignement de la sagesse par la foi du devoir divin et du savoir universel. J'explique qu'effectivement, ces hommes de la Rahmaniya, malgré ces tortures, malgré effectivement ces sévices dans les bagnes, eh bien, ils ont su garder, comment dire, leur devoir divin, c'est-à-dire de transmettre, on va dire, une civilisation quelque part millénaire. Alors, quelle est-elle ? C'est une civilisation qui va vers un certain savoir déjà. Donc ils vont enseigner le savoir. Donc ça sera comme des enseignements, hein, c'est ce qui va se passer. Donc on a peut-être une présence de culture ou un emprunt, on va dire, ou en tout cas une diffusion d'un esprit confrérique Rahmani donc en Nouvelle-Calédonie. C'est intéressant de voir ça. Je voudrais revenir aussi à la déportation sans les femmes en Nouvelle-Calédonie. Alors on m'a souvent posé la question, y a-t-il des femmes ou pas moi je n'avais pas vu de femmes effectivement, mais enfin on sait bien que les déportés algériens étaient exclus des lois de 1870, 72 et 73, précisément parce que ces lois en général permettent aux déportés politiques de se déplacer. Enfin, ils sont condamnés, donc ils sont conduits à être embarqués, déportés donc au bagne, mais les communards ont pu le faire, les Algériens non. Donc ils n'ont pas bénéficié cette loi d'être accompagnés avec leurs femmes. Je ne porte aucun jugement sur le fait qu'il aurait été bien qu'il y ait des femmes ou pas, mais on voit qu'effectivement il y a quand même une distinction, une petite distinction qui est celle-ci. Bon, alors ils sont séparés de leurs femmes par la force, on va dire, quelque part, puisque certains donc étaient mariés, d'autres non. Certains épousèrent donc des communards et épousèrent aussi des Kanaks, forcément. Le gouvernement, alors moi je souhaiterais parler du gouverneur Guillain. Donc le gouverneur Guillain, c'est un Saint-Simonien, donc Saint-Simoniste. Lui désigna le 9 juin 1867 une commission, vous savez, pour explorer les terrains environnants, donc le lieu de Boura, une commission pour voir si les terrains, effectivement, pouvaient faire l'objet d'un essai de la colonisation pénale. Eh bien, cette commission, elle se rendit sur les lieux quelques jours plus tard à bord de la Goélette. Donc c'est fine, et dans l'esprit des fondateurs coloniaux de Boura, les vallées de Boura parurent propices à l'établissement d'un centre pénitentiaire agricole. Et c'est autour de celui-ci que allaient se regrouper des concessionnaires, des familles de concessionnaires. Des lots de terrain cédés par l'administration pénitentiaire. Oui, puisque celle-ci, désormais détentrice, on va dire, de presque la totalité du territoire de Bourail, puisque nous sommes en présence d'un espace de conquête, aussi coloniale, donc une administration donc coloniale française, administration pénitentiaire, puisque il s'agit encore une fois de ne pas comparer l'administration métropolitaine et pénitentiaire, mais quand même il y a là nous avons une administration pénitentiaire qui elle est tout à fait donc au courant, on va dire. Au courant, mais aussi c'est elle qui accueille ces concessionnaires, qui les rend concessionnaires, qui accueille ces condamnés pour qu'ils soient donc pour qu'ils puissent acquérir des lots pain de terre. Donc l'installation d'un centre agricole ne devait pas être un pénitencier, mais une réunion de villages composés en grande partie d'éléments pénitentiaires.
et aussi semblable dès que possible à des villages de France. Vous voyez, donc on est exactement comme en Algérie, c'est-à-dire avant la déportation, où il y a des petits villages qui étaient en train de se créer, vous savez, comme par rapport aux fermiers qui arrivaient de France et qui sont arrivés avec, je veux dire, avec un esprit villageois en quelque sorte. Hein. Donc ils arrivent en Algérie pour former des villages. Il y a le saint-simonisme derrière qui aide, mais avec quoi? Avec justement l'esprit aussi d'une certaine Jema'a, c'est-à-dire Tajmat, ainsi une certaine, comment dire, une certaine sensibilisation donc à la solidarité. C'est vrai que la Jema'a, la Tajmat a un sens solidaire et donc l'organisation par les autochtones eux-mêmes de la venue des petits colons allait se faire à partir de la base même du conseil ou de l'assemblée villageoise. Donc ça veut dire donc à partir de l'adhésion complète des Algériens, des notables, des chefs de village, qui fait qu'ils allaient organiser eux-mêmes quelque part la colonie. Donc vous voyez, donc après ça leur a été complètement confisqué. Même le système Tajmat, quelque part, leur a été quelque part confisqué. Donc la déportation des hommes est liée quelque part à la confiscation de leur système villageois. Hein. Donc d'autres villageois arrivent de France et d'Europe, et donc eux ne sont pas forcément au courant de ça. Mais ce qui nous intéresse, moi, dans ma démarche, c'est de voir que des hommes et des femmes vont aussi faire l'objet de la colonisation par l'acquisition de lopins de terre pour former des villages français, hein, on va dire. Oui, il pouvait y avoir, on va dire, le mythe de pas forcément un mythe, certains diront la mythologie, mais le rapprochant de l'Orient et de l'Occident pouvait finalement très bien fonctionner à partir de cette idée-là. Il y a plusieurs idées, mais cette idée-là, elle était quand même assez intéressante. Alors pour ça, il consultait constamment les grands chefs, hein, les chefferies, aussi les notables, Al-Mokrani, Cheikh Al-Haddad, tous les notables, des Souk al-Halas, tous les notables des Ouled Sidi Chir, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait une consultation des chefs eux-mêmes et puis donc un rassemblement de personnes pour voir comment l'organisation allait être faite. Donc cet amiral Guillain, il était considéré comme utopiste à l'époque, mais il ne peut résister à appliquer ses doctrines sur les premiers transportés en 1864. Donc il continue à appliquer cette doctrine. Bon, la doctrine consiste en quoi? En la création de fermes et de villages modernes. Il faut pour cela posséder des cultivateurs, mais il faut les posséder, les cultivateurs, par des efforts communs. C'est-à-dire que les cultivateurs ont une idée, un esprit commun pour pouvoir cultiver. Donc c'est un peu la doctrine du saint-simonisme. Les transportés sont initiés à la collectivité du labeur colonial, bien entendu, dans le travail, les constructions, les plantations, l'irrigation, bon, bref, les cultures perfectionnées, bref, un certain nombre de règles disciplinaires. Bon, la société dominante coloniale de l'époque va développer le nouveau statut d'indigène algérien, concessionnaire, hein, parmi d'autres indigènes, les Kanaks, à leur tour dépossédés, forcément, puisque les uns étaient dépossédés, les autres le seront. Ben, c'est dire sur une terre majoritairement chrétienne, puisque finalement nous sommes quand même dans une terre de colonisation, on va dire chrétienne, eh bien on fit subir à ces Maghrébins une soumission liée aux défaites insurrectionnelles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité pour eux de se réapproprier leur propre culture, leur propre religiosité. Mais c'est dans ce contexte de confusion essentiellement centré sur les droits communs. Il est question ici de vider la métropole et d'expulser ces masses populaires à des fins coloniales. Là aussi, c'est posé le problème de déracinement. À ces droits communs de souche européenne, on assimila des Algériens de droits communs algériens qui s'étaient insurgés contre les objectifs de débordement colonial. Et donc, c'est là que une thèse de doctorat devait forcément se faire autour de, si vous voulez, sur la non-visibilité scientifique de tous ces Algériens. Aujourd'hui, on en parle et maintenant de plus en plus c'est connu, effectivement. Mais au départ, c'est vrai que quand je travaillais sur tous les dossiers, on m'avait bien présenté des listes. Je me souviens d'ailleurs à cette époque de Louis-José Barbançon, qui est aussi un historien en Algérie, qui a d'ailleurs fait une thèse sur un des bateaux qui est l'Iphigénie, le Ban calédonien, mais il n'est pas du tout spécialisé sur la question algérienne. Il n'avait pas fait de thèse, en tout cas de travaux là-dessus. Et je me souviens qu'à l'époque, on s'était rencontrés, et c'est intéressant parce qu'il m'avait dit, tiens, il y a quelques listes que j'ai dans certains cartons. Il n'avait pas publié, mais en même temps, ces cartons, enfin ces listes, étaient une manière, c'est-à-dire qu'on voyait des noms un petit peu qui avaient été pris comme ça rapidement au stylo. Bon,
pour un travail de thèse, de doctorat, on se doit en tant que chercheur vraiment véritablement d'aller dans les archives. Oui, c'est du travail, aller un petit peu, si vous voulez travailler, aller ouvrir les cartons et puis travailler. Bon, c'est un travail harassant, mais c'est important de le faire. On est obligé de travailler par rapport à des, sur des sources militaires, puisque un travail comme ça n'avait jamais été fait. Donc c'est important de ne pas prendre des choses comme ça, 2-3 feuilles qui ont été donc dans des cartons. C'est pas possible ça, vous voyez. Donc le travail doit être fait à partir d'archives non consultées au départ. Donc c'est pour ça qu'au départ, je rappelais effectivement qu'il existait peu de documents sur les Algériens, hormis des documents militaires de l'administration pénitentiaire et les témoignages des communards. Voilà, donc moi je suis basée que là-dessus. Vous voyez, il y a eu un beau petit livre assez intéressant, c'était celui de Mehdi Lalaoui qui n'est pas scientifique, mais enfin en même temps il a travaillé sur des données assez intéressantes, il est plutôt scénariste, mais il a travaillé sur des belles photographies, il est resté je crois une quinzaine de jours. Bon, ça n'a rien à voir avec 5 ans, 5 ans passés sur le terrain. Pour un anthropologue, je me dois de faire un long terrain, surtout sur ce dossier-là, mais on lui doit quand même le fait qu'il a rapporté un très beau document. Les Kabyles du Pacifique, sauf que, effectivement, bon, il y a quelques erreurs au plan scientifique, notamment sur la répression kanak, et les Algériens n'ont pas participé, El-Mokrani n'a jamais participé à cette répression. D'ailleurs, je dois dire qu'il a eu une double peine, puisque finalement, on l'a forcé, donc pas forcé, on l'a contraint à rester jusqu'à 1904, donc à son vieil âge, et puis évidemment c'est un peu comme une punition pour lui dire bon bah tu ne souhaites pas, enfin pas tu ne souhaites pas, disons qu'il a refusé être dans cette répression, et donc il a été à son vieil âge rapatrié, on va dire, sur sa terre natale qui est la Kabylie. Il est passé par Biskra parce qu'il a un fils aussi là-bas, enfin voilà. Et il est revenu donc en Kabylie, et là, il ne reconnaissait plus d'ailleurs sa famille, puisque vous imaginez le temps de passer... D'ailleurs, à ce propos-là, Mehdi Lalaoui confond à un moment donné, c'est pas évident aussi pour lui, il prend tous les documents, mais il y a un passage qui est assez intéressant, une photographie où on voit El-Mokrani avec le gouverneur à cheval, vous voyez, avec tout un corps d'armée de Spahi en Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils étaient assez pas respectés, disons qu'ils étaient dans des centres de détention, déportation simples et enceintes fortifiées, mais ces hommes avaient leurs burnous, avaient aussi leurs apparats, c'est-à-dire étaient des politiques comme les communards. Les droits communs, par contre, avaient subi d'autres peines, c'est-à-dire qu'ils étaient donc des concessionnaires, concessionnaires donc égal aux autres, avec le rachat avec les lopins de terre, avec un certain nombre de punitions, de récompenses, etc. Les autres étaient dans des territoires politiques. Par conséquent, ils n'enlevaient pas leur apparat, ils étaient considérés en tant que tels, sauf qu'ils ne devaient pas y sortir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une photographie où on voit le gouverneur avec un corps de Spahi, et puis dans ce corps de Spahi, on voit Mokrani, mais ce n'est pas Mokrani. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a le mot Mokrani, le nom Mokrani est devenu très vite en vogue à un moment donné. C'est-à-dire Mokrani, le guerrier, l'insurgé, le politique, mais pas que ça, c'est-à-dire le chef insurrectionnel, le représentant d'un lieu. Eh bien, plus tard, il y a des naissances et il y a eu des Mokrani. Très vite, on appelait donc ce Mokrani était, qu'on voit d'ailleurs, il montre près du gouverneur, il s'appelle Saïd Mokrani, il est de Biskra, donc c'était un petit chef de tribu, voilà, comme il existait plusieurs petits chefs. Alors pourquoi il a été, à ce moment-là, il a été médaillé, enfin il a reçu une légion d'honneur, oui, à cette époque, c'est parce qu'il y a une petite histoire, et c'est ça qui est important. Alors on confond Boumezag et Mokrani, on le montre comme quoi il a été donc honoré par le gouverneur parce qu'il aurait, réprimandé les Kanaks et donc participé à la répression kanak. Pas du tout. Ce Mokrani-là, il a honoré le gouverneur parce qu'il y a une histoire qui est très connue là-bas. D'ailleurs, ce Mokrani est le père de Messaouda Mokrani. Messaouda Mokrani qui est très connue. Elle est décédée aujourd'hui, mais j'étais assez près d'elle et des anciennes. Aïcha, Messaouda, on voit des noms, donc des filles de déportés. Eh bien, elle m'expliquait que son père, et d'ailleurs très vite on l'a assimilé à la fille de Mokrani, Boumezlag, Hadj El Mokrani, donc de Borj Barach, pas du tout. C'est la fille de Mokrani, ce petit chef, qui a plusieurs petits chefs de tribus, donc à Biskra. Et donc elle me expliquait qu'il avait reçu donc une légion d'honneur par le gouverneur parce qu'il avait sauvé un enfant
enflammé, enfin, il y avait des flammes donc, dans un bâtiment officiel, et cet Algérien l'a sauvé. Il l'aurait sauvé aussi dans son pays, un enfant, un homme. Donc ils avaient des codes d'honneur, ils avaient donc une certaine force, une forme de respectabilité vis-à-vis d'autrui. D'ailleurs, ils avaient donc perdu, hein, à un moment donné, ils font la manne, vous voyez, donc ça veut dire qu'ils acceptent d'être déportés, d'être considérés donc, en tant que tels. Lui n'était pas un politique, hein. Par contre, il a sauvé donc, un enfant lors d'un incendie. Donc il a été très vite remercié, on va dire. C'était une situation très grave à cette époque, hein. Je crois que c'était même donc, un incendie qui avait été causé donc, dans un des bâtiments donc, du gouverneur, mais pas par les Algériens, un incendie qui s'est proclamé. Donc là, on voit cette photographie. Donc très vite, cette photographie a fait l'objet suivant, c'est-à-dire de dire que effectivement, il y a eu, voici Mokrani, donc c'est Mokrani, donc père de Messaouda, dont elle m'a révélé avant son décès. Mais bon, c'est intéressant de voir comment la confusion d'hommes aussi, les termes aussi, les mêmes noms, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des confusions, donc il faut faire très attention à manier donc, les noms, etc. Donc c'est très important. Voilà, donc ça je voulais parler de ceci. Et puis également les Algériens politiques qui se voient astreints à rester dans la colonie se dirigent vers Bourail. Alors ils se dirigent vers Bourail en 1885 parce que l'amnistie n'a pas été en leur faveur, hein, alors que c'était des portées politiques, j'expliquais ça au départ. Donc les communards vont partir, seront en France et vont militer pour leur libération à Paris. Et donc, tout naturellement, c'est à Paris que se trouve ce combat donc, à la libération de ces politiques, puisqu'ils sont dans le même décret, les mêmes lois, en tout cas, loi du 3 mars 1879, promulguée le 13 mars 1881, donc en Nouvelle-Calédonie, non accordée aux Algériens au statut de déportés politiques, mobilisés dans les territoires politiques. Ils étaient ensemble dans les territoires politiques, dont on a dit Île-des-Pins, Presqu'île de Marais et Île de Marais et Presqu'île du Causse. En plus, le refus pour la répression kanak de 1878, nombreux de ces communards furent des pétitionnaires pour la cause des Algériens, c'est-à-dire leurs voisins d'infortune, avec qui ils ont créé de très grandes affinités. Donc ils sont déterminés à s'opposer à cette violation de la loi républicaine, d'une fausse république, on va dire, puisque finalement, fausse république, disons que c'est une loi républicaine qui a été adoptée, mais on dirait que ces oubliés, que ces Algériens ont été oubliés dans cette amnistie. Probablement qu'en Algérie, à cette époque, il y avait encore des insurrections et qu'il devait y avoir, c'était pas encore le moment pour les libérer, et où, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Les communards vont chercher sérieusement à dénoncer les horreurs infligées à leurs compagnons de route, non seulement sur le plan humain et politique, mais également sur le plan de l'amitié qu'on retrouve entre les deux groupes. Alors il y a eu des invasions, suite à ça il y a eu des invasions forcément, donc des évasions de l'organisation des résistants politiques vers la voie de libération. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, puisqu'ils ne sont pas libérés, puisqu'ils ne peuvent pas repartir dans leur pays, eh bien on va s'évader, ce qui n'est pas facile de s'évader des territoires comme ceux-là. Donc on voit Shir el-Hada qui passe par Djeddah, par la Syrie après par Djeddah, et puis se proclame en tant qu'évadé, et puis il demande effectivement, donc là il en fait part, et puis ensuite il annonce qu'il va revenir, vous voyez, qu'il veut être libéré, que c'est son droit, bref, il doit écrire depuis ce lieu-là. Il y a d'autres évadés, comme Rochefort, mais Rochefort qui a été amnistié, mais enfin, il est quand même évadé, lui s'est évadé également, vous voyez. Il passe par l'Angleterre, Londres, et après il rejoint Paris, d'où la création des premiers mouvements associatifs de 1886, et ça c'est intéressant parce que les premiers mouvements de 1886, ils ont été créés de par les liens d'affinité très forts entre communards et algériens, un groupe d'hommes on va dire, donc Rochefort, Bauer, Allman, Louise Michel et quelques autres, et c'est évidemment
quelques autres qui étaient avec Damani, avec Mokrani, avec El Wenoudi aussi, El Shir El Haddad, ou Kassi, un certain nombre un certain nombre de déportés politiques qui avaient un projet aussi. Ce projet de se dire qu'il peut exister une république sociale et culturelle, enfin une république sociale on va dire, une république qui tient compte de la reconnaissance des statuts des personnes, ou de la reconnaissance effectivement d'une possibilité de culture mixte, à condition qu'il y ait des héritages des différents côtés, ce qui peut former effectivement une république à part entière. Vous voyez, c'est-à-dire que la reconnaissance des politiques algériens devait être très importante pour les communards à cette époque. On est vraiment à cette époque, et on n'est pas à notre époque aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est vraiment des poignées d'hommes prestigieux qui se sont rencontrés à un moment donné, qui ont échangé entre eux, qui ont eu des liens d'affinité, et puis qui ont conduit ensemble, même si les Algériens n'étaient pas, les premiers mouvements associatifs de 1886 dont on connaît aujourd'hui. Vous voyez ? Donc il est probable que quelqu'un m'avait dit oui, mais tu as l'air d'expliquer qu'effectivement ils ont hérité de l'ancienne Tajmat, de Djema. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ces mouvements associatifs, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir l'itinéraire. D'où partent-ils? Pourquoi ils ont été créés? À partir de quoi? Eh bien, il y a eu une affinité de gens, d'hommes qui ont eu des affinités ensemble et qui, à ce moment-là, ont bâti quelque chose qui pouvait fonctionner, ou qui pourrait fonctionner pour le futur. D'ailleurs, Louise Michel, en 1905, à la mort de Mokrani Bouzmezrag, Mokrani ils se rencontrent à un moment donné. Louise Michel va sur la tombe de Mokrani, et à ce moment-là, elle va donc faire des conférences en Algérie en 1905, et découvre cette Algérie à cette époque-là. Donc elle fait des conférences. Je me dis que ces conférences ont été nourries, si vous voulez, des rencontres, des affinités entre eux, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'itinéraire et le chemin. C'est quelque chose qui a été formé entre ces deux groupes d'hommes et de femmes prestigieux, vous voyez, entre eux, Algériens et communards. Donc c'est important de le dire. Voilà, donc là, des invasions sont faites. On retrouve d'ailleurs El Wenoudi qui se retrouve une invasion à l'île de Maré. D'ailleurs, des familles kanak aujourd'hui ont des toponymes, on va dire, d'origine berbère et arabo-berbère. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des mariages, pas des mariages, parce que les mariages, ils ne se mariaient pas. Il y avait leurs compagnes étaient donc kanak, et en tout cas ça a donné aussi une descendance kanak, on va dire, d'origine, on va dire, d'anciens patriarches algériens. Donc on le retrouve par les noms. Donc le terme de Kassi, c'est un terme qui est connu donc aussi parmi certaines chefferies kanak. Le terme de Ouassem, le terme de Wenegui, le terme de certains... il faudrait voir, il y a pas mal de... Alors, au niveau de la langue, il y a peut-être des termes aussi qui sont restés, mais en tout cas, la langue algérienne, on va dire, parce que pas forcément la langue kabyle, je n'ai pas forcément retrouvé, il y a quelques termes qu'on pourrait retrouver, il y a tout un travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir une langue ancienne algérienne, vous savez, un mélange où ils ont créé une langue, enfin pas créé, cette langue existe évidemment en Algérie, qui permet à la langue algérienne. J'étais étonnée de voir que certains parlaient comme celle-là, vous voyez là-bas. Donc des très vieux parlaient encore quelques mots, vous voyez, comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une réactivation qui se fait, mais ce qui se passait avant, quand j'étais durant ces 5 années de terrain. Alors, livrés à leur propre destin, leur propre sort, engagés corps et âme dans le refus de se marier, selon les directives coloniales, sans concession coloniale, ils consolidèrent le chemin de la contre-acculturation. Acculturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voulait les contraindre à se marier, ces politiques ne souhaitaient pas. On ne parle pas des droits communs qui, eux, ont fait l'objet de peuplements mixtes, voilà, sur justement l'essai du saint-simonisme à Mouraille. On parle de ces politiques qui sont dans les territoires politiques, c'est-à-dire presqu'île du Caux, île des Pins et île de Maré. Donc ceux-là se refusaient donc à se marier. Alors ils consolidèrent le chemin de la contre-acculturation. Comment?
Alors j'explique qu'ils édifièrent une confrérie naissante, une confrérie, donc en fin de compte c'est un rappel à confrérie ancienne, quoi. Hein. Vous voyez, donc une confrérie ancienne. D'ailleurs, par rapport à cette confrérie, on parle souvent de la confrérie Rahmaniya, c'est donc en Kabylie, bien sûr, mais il y a aussi la confrérie qui est très connue à cette époque, qui a fait l'objet d'incendie, on va dire, qui est la confrérie Al-Biod, qui se trouve comment dire, à Mascara. Vous voyez, donc elle est importante cette confrérie dans l'Oranie, on va dire, parce qu'elle a un héritage avec la Rahmaniya de Kabylie. Vous savez que là-bas, il y a beaucoup d'anciens berbères aussi de Kabylie qui étaient venus donc s'introduire dans ce lieu, dans cette région-là. Et ce qui fait que il y a eu une déportation de 13 ou 12 ou 13 frères. Ils sont là, donc on les voit donc à la fin de cette insurrection des Ouled Siddichir. Et donc ils ont été déportés tous dans la Sibylle en 1864, de 1867. Donc c'est le premier convoi, Sibylle, 1867, on les voit. Et dedans, eh bien, évidemment, il y a Bachir, Moulay Ould El Bachir. Donc c'est un des grands résistants aussi de cette confrérie, qui fait que, originaire de Mascara, qui fait que celui-ci décédé donc en 1891 va faire l'objet d'une édification et il va en devenir le saint patron. Vous voyez, donc le saint patron là-bas s'appelle Sidi Moulay, mais c'était à l'origine Moulay Ould El Bachir. Donc en fin de compte, c'est quelqu'un de très important. Mais entre la Kabylie et les Ouled Siddichir, comment finalement cette micro-société algérienne mixte des valeurs a été reconduite en Nouvelle-Calédonie. Donc que conclure les valeurs algériennes? Oui, effectivement, moi j'appelle ça comme ça parce que là-bas on les voit, elles sont présentes, et d'ailleurs elles se présentent dans la plupart des composantes qui composent ce pays. Hein, elles ne sont pas caractérisées par un repli sur soi, une communauté, elles font partie intégrante d'une société. Donc c'est intéressant parce qu'elles ont su élaborer un certain nombre de marques culturelles aussi. Elles se sont révélées par des marques culturelles finalement qui se reproduisent systématiquement, constamment, durant les siècles. Ce qui m'intéresse ici, alors pourquoi est-ce que je parle souvent de Ibn Khaldoun, Ibn Battuta, en tout cas ces sociologues de l'époque, c'est parce que ils parlent en l'occurrence de ces sociétés berbères ou arabo-berbères, en tout cas africaines, qui elles, lorsqu'elles se déplacent, elles reproduisent quelque chose. Et ce petit quelque chose en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas rien, c'est quand même toute une organisation coutumière, on va dire, un système, un droit aussi. Un droit alors juridique coutumier, nous avons quand même affaire à des déportés qui avaient un statut juridique. Donc forcément, nous avons tous les ingrédients d'hommes qui peuvent construire une petite société, d'où micro-société. J'avais fait une publication donc au CRASC Oran. Il m'avait demandé une publication en 2006 et je l'ai faite dans une revue qui s'appelait Insaniyat. C'était donc un collectif métissage maghrébin. Et donc première publication qui a été faite au CRASC Oran, d'ailleurs, qui a été, j'avais appelé donc micro-société arabo-berbère, non, maghrébine en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, donc c'était important de parler des conditions d'une micro-société là-bas. Mais micro-société, ça veut dire cette société qui fait partie d'un destin commun, du vivre ensemble calédonien. Ils se disent eux-mêmes calédoniens et non pas algériens. Vous voyez, ils sont calédoniens, mais à partir d'un certain nombre de marques culturelles qui font que eux, leur marque à eux, c'est l'héritage ou la connaissance, la culture de leur père. D'ailleurs, c'est bien que le cimetière est très près d'eux, ou en tout cas, il y a des vieux dictons. Donc là, on peut nommer Pierre Bourdieu, justement, sur les vieilles migrations, sur les vieux dictons qui ont été transmis, en tout cas, au XIXe siècle, par leur père. Donc ça, c'est important. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce propos-là, j'avais aussi ce qui m'intéressait, c'était donc les héritages et legs, vous l'avez bien compris, et donc j'ai eu l'occasion de faire un ouvrage collectif, et cet ouvrage collectif qui est l'objet justement aujourd'hui de pouvoir discuter rapidement là-dessus, c'est un ouvrage collectif qui met en mémoire les vieilles migrations, parce que la vieille migration de 54, 45, 54, elle peut j'ai pu trouver, dont je suis issue d'ailleurs, elle est intéressante parce que
Parce que j'ai pu, elle est moins visible hein, dans la société celle-ci hein, évidemment, puisqu'il y a une migration qui se succède, mais comparée à celle de 90 ou bien après, c'est une migration qui ressemble étrangement à celle de Nouvelle-Calédonie, des déplacements forcés. C'est-à-dire que comment dire, elle est nourrie de vieux dictons, vous voyez, d'une transmission orale que les uns et les autres ont acquis, ont à l'intérieur d'eux, sans s'afficher, ils l'ont hérité, et les problèmes de destin commun, des notions de vivre ensemble, ça leur pose absolument pas de question à partir du moment où elles ont hérité de certains legs. Il y a eu une rupture ensuite dans l'immigration. D'ailleurs, je me souviens dans les années 90, oui je crois, je me souviens qu'en Algérie ou même ici, vous savez, tous ces étudiants qui rencontraient des jeunes filles des anciennes migrations, ces étudiants algériens qui venaient d'Algérie et qui allaient dans les universités ici sur Paris et qui rencontraient des jeunes filles algériennes issues de ces anciennes migrations. Eh bien, elles n'avaient pas tellement les mêmes idées. Les mêmes idées. Donc, évidemment, se sont constitués ensemble, mais les mêmes idées, c'est-à-dire les uns, je me souviens d'ailleurs à cette époque, il y avait d'ailleurs ici le Club 105, pas loin d'ici, dans le quartier latin. J'avais une sœur hein, qui était à l'époque à Jussieu, enfin, c'est beaucoup dans les sciences expérimentales, biologie, etc. Mais sans parler forcément d'elle, ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'à la maison, il y avait beaucoup de monde comme ça qui arrivait. Et je me souviens que ces gens-là dénigraient totalement, dénigraient entre guillemets, c'est-à-dire les anciens, les vieux, ils les appelaient les vieux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de relais, mais trop vite, trop rapide. Si bien qu'il y avait, pour moi, à mon sens, il y a une rupture, si vous voulez, des anciennes migrations, des vieux dictons, dont d'ailleurs qu'on appelait les Shibani. Et je crois que ces personnes avaient quelque chose à révéler, donc qui est très important, dont on doit aujourd'hui tenir compte par rapport à ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'à l'intérieur de cet ouvrage, il m'a été donné un article de Pierre Bourdieu et de Loïc Vacan sur les ethnologues organiques et Abdelmalek Sayad. D'ailleurs, lui en parle beaucoup, parle beaucoup de ces migrations. Il dira peut-être aussi une culture de l'absence. Il en parle aussi comme des porteurs de science. Moi, j'en parle comme porteur de science, c'est-à-dire qu'une certaine science, un certain état d'esprit, c'est un legs culturel, mais très près de la résistance, en quelque sorte. C'est-à-dire une résistance qui fait qu'il y a une certaine instruction, pas une instruction de la langue, comment dire, un code non pas d'honneur, c'est-à-dire un legs tout simplement, c'est-à-dire rappel des anciens, donc des bâtisseurs, on va dire, donc à bâtir nous-mêmes et à continuer à comprendre quelles seraient les valeurs pour le vivre ensemble, les notions d'un destin commun. Et je crois que ça, c'est très important de le dire. Donc, c'est pour ça que dans cet ouvrage, j'ai rassemblé dans les déplacements forcés un certain nombre d'articles depuis 1871 qui ont fait l'objet après de déplacements dans le monde, de déplacements donc, de déplacés algériens, donc dans le monde. Donc, j'ai souhaité faire cet ouvrage collectif, le diriger. Et il y a dans ces contributions des agronomes également, algériens qui y sont, parce qu'eux se posaient la question du besoin de l'anthropologie, en tout cas notamment du FELA ou dans le système oasien, qui fait qu'on ne peut pas faire de l'agronomie sans tenir compte effectivement de la dimension humaine, en tout cas des pratiques ou du système villageois ou de l'organisation coutumière. C'est quand même assez important. Rappelons aussi que la coutume n'est pas la coutume exotique, vous savez, où c'est une coutume de type anciennement qu'on pouvait voir donc, lors des conquêtes ou de type colonial, donc extrême. Non, c'est une coutume simplement qui à l'intérieur fait parler de ces marqueurs qui ont permis d'asseoir une certaine petite société, mais cette société qui est dans une grande société, et cette grande société, c'est la société des citoyens. Vous voyez ? Donc, je participe donc à certains colloques, comme ceux des hautes études. En tout cas, je suis membre du réseau des océanistes, et dans ce réseau des océanistes, ça me permet, si vous voulez, de travailler avec une équipe de chercheurs sur le monde océanien. Et puis, sur quoi je me suis spécialisée également, je me suis spécialisée, parce qu'avec tout ça, on m'a dit sur quoi tu es spécialisée. Eh bien, je me suis spécialisée sur les déplacements dans les territoires d'outre-mer. Je crois que c'est quand même un travail qui n'a jamais été fait.
Et donc là, on voit beaucoup de travaux qui sont faits maintenant, mais actuellement, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est internement, classification, comment dire, condamnation. Mais il y a un autre volet, c'est-à-dire comment des hommes ont su garder en héritage un legs, si vous voulez, culturel ancien, qui peut nous faire partir, remonter en amont depuis le XIe siècle, hein, puisque quelque part, XIe, XIXe, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé, en tout cas au niveau de la structure précoloniale, quoi. Donc, voilà, j'en finis là, je pense que j'ai pu donc aborder ce travail, et puis je remercie aussi effectivement tous ceux qui pourraient être intéressés par ce second ouvrage.